C'est bon. Bien, bonsoir à tous. Au nom du bureau des Sciences Po de la mer, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire consacré aux enjeux et au format de la marine en 2030. Alors, nous avons l'honneur d'avoir le contre-amiral Marc-Antoine de Saint-Germain avec nous. Bonsoir, amiral. Cette conférence donc est organisée par les Sciences Po de la mer, mais nous avons dans l'assistance un certain nombre de représentants, d'abord d'autres associations d'alumni, défense et géostratégie, mais aussi des représentants d'associations, je dirais, sœurs, de clubs sup mer. Alors, pourquoi ce séminaire? Bien évidemment, l'actualité, je dirais, le commande. Peut-être que si on l'avait organisé il y a un an, on aurait beaucoup parlé de la Chine et de Taïwan. Entre-temps, une guerre a éclaté à 2000 km d'ici, qui a bien sûr une composante terrestre, mais surtout maritime. Donc, le contexte géostratégique a radicalement changé et quelle place en 2030 pour la France et comment est-ce que la marine va contribuer à ce positionnement stratégique de la France. Pour éclairer ces enjeux, nous avons le contre-amiral de Saint-Germain avec nous. Alors, amiral, vous êtes diplômé de l'école navale, vous êtes aussi de marine. Vous avez eu une double carrière en 30 ans de service. D'abord, une carrière opérationnelle sur un certain nombre de bâtiments de combat. Je parle sous votre contrôle, mais j'ai noté les frégates Courbet, Floréal, Duquesne, Cassard, ainsi que le patrouilleur La Railleuse. Mais c'est surtout en tant que commandant second, puis pacha du porte-avions Charles de Gaulle, donc le navire amiral de la marine française, que vous avez participé aux principales opérations et campagnes. Parallèlement, une carrière en état-major à la direction des affaires stratégiques. Vous êtes diplômé de l'IHCDN et puis vous avez été également au cabinet militaire du Premier ministre. Et depuis l'an dernier, vous dirigez le CESM, le Centre d'études stratégiques de la marine. Je vous laisse la parole pour nous éclairer sur ces enjeux et puis nous aurons une session de questions-réponses par la suite. À vous. Merci Anthony, merci à tous et à toutes d'être ce soir avec nous. Je suis absolument ravi et honoré de pouvoir m'adresser à vous, les alumni de Sciences Po et au-delà, parce que je comprends qu'on a un cercle plus large. Très heureux parce que vous êtes ceux qui, sans doute, dans vos fonctions, vos éminentes fonctions, quelles qu'elles soient, réfléchissez, travaillez au quotidien dans ce beau pays qu'est la France, dans un contexte qui évolue et qui fait que vous devez vous poser beaucoup de questions. Et nous, au Centre d'études stratégiques de la marine, on essaie de participer à cette réflexion et de participer à l'explication qu'on pense nécessaire, en tout cas dans le domaine maritime, au moment où les grands équilibres stratégiques sont en train d'être modifiés. Alors, ce soir, mon propos, il est d'être le plus bref possible dans l'introduction, parce que je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'échanger, avoir votre point de vue, pouvoir éventuellement répondre à des questions que vous posez dans un contexte, effectivement, qu'Anthony a rappelé, qui est bouleversé depuis le 24 février. Mais en fait, je vous dirai en quelques mots que dans ce bouleversement en mer, on l'observe depuis déjà un certain nombre d'années. Et ensuite, surtout, voilà, donc quelques propos. Vous parlez de la marine à l'horizon 2030, parce que c'est bien le thème de cette soirée. Mais j'ai envie de dire, c'est plus un horizon, par définition, qu'on n'atteint pas, mais qu'on va dépasser, parce que 2030 n'est qu'un point de passage, mais qui est en fait tout à fait pertinent en termes aujourd'hui de modèle de la marine, puisque je reviendrai rapidement, mais le modèle tel qu'il a été pensé en 2013, lors du livre blanc 2013, qui a été confirmé par la revue stratégique de 2017, a été défini dans la perspective de 2030. Or, en 2013, on est tous d'accord que la façon de voir le monde était sans doute très différente, d'où les quelques questions que ça peut poser. Alors, pour commencer mon propos, et je t'avancerai en 4 temps, peut-être de balayer le contexte géostratégique tel qu'on le perçoit, en tout cas vu des marins, et donc vu de la mer. Vous êtes tous aussi, je pense, intéressés, vous lisez beaucoup de choses, donc la perception globale, je ne vais pas redire des choses qui sont beaucoup mieux dites que moi dans d'autres cercles, mais en tout cas, vu de la mer, je pense que c'est un éclairage qui est intéressant, en tout cas pour éclairer le contexte géopolitique. Vous parlez de la marine dans un deuxième temps telle qu'elle est aujourd'hui, et vous montrer le paradoxe dans lequel nous nous trouvons, vu le contexte qui est en train de se durcir, et puis donc finir sur cette ambition 2030, qui est aujourd'hui un horizon tout à fait intéressant dans le contexte actuel. Alors, en quelques mots, vu de la mer, qu'est-ce qu'on peut dire?
depuis 30 ans, en fait, j'ai tendance à dire que moi, nous sommes en train de fermer ce que j'appelle une parenthèse ou une pause stratégique de 30 ans qui a débuté en 91 en mer. Pourquoi je dis ça? Parce que à la suite de la chute du mur et la chute de l'URSS, on a vu progressivement les océans et les mers ont vu disparaître un certain nombre de flottes navales, à commencer par la flotte soviétique, mais aussi un certain nombre de flottes indiennes et autres, qui se sont toutes, en fait, pas rentrées au port, mais qui sont toutes repliées sur leur territoire parce qu'il n'y avait plus de menaces en mer, parce que le conflit Est-Ouest disparaissait. Même les Américains qui ont la première flotte au monde depuis très longtemps, depuis la Seconde Guerre mondiale, ont baissé la garde puisqu'ils ont baissé progressivement le nombre de navires en mer dans une approche qui a toujours été américaine, qui était One Ocean, c'est-à-dire en fait une approche mondiale de l'océan et être présent partout. Un exemple, c'est que la 6e flotte, la flotte qui est basée en Méditerranée, qui voyait en permanence un porte-avions, donc un groupe aéronaval. On ne voit plus de groupe aéronaval depuis au moins 15 ans. Et récemment, nous voyons de nouveau un groupe aéronaval américain réoccuper la Méditerranée. Ça en dit long en fait sur la façon dont les marines militaires ont progressivement déserté l'océan. En parallèle, ce qui s'est passé, c'est que on a vu la mondialisation économique effrénée prendre sa place dans le grand maritime. C'est les porte-conteneurs aujourd'hui, à l'image de l'Ever Given qui s'est échoué dans Suez et qui a bloqué toute l'économie mondiale. C'est un exemple qui montre bien que l'hyperdépendance, bien sûr, que nous avons des océans en termes économiques. Tout ça dans un océan donc, qui était sans menace. Les seules menaces qui ont pu germer en fait en parallèle, ce sont les menaces, tous les trafics illicites, pêche illégale, non déclarée, non réglementée, la piraterie, avec bien sûr le point d'orgue en océan Indien au large de la Corne de l'Afrique, et puis la partie narcotrafic qui explose et qui vient beaucoup de la partie Caraïbes, mais qu'on voit aussi en océan Indien. Tout ça en 2001, donc je progresse. 91, donc chute du mur, disparition des marines en mer. 2001, l'entrée de la Chine dans l'OMC. La mondialisation est freinée. La mer est à la grande économie maritime qui est avec les 3 grands armateurs, CMA, Maersk, MSC, qui plus que jamais sont ceux qui occupent la mer. Je vais vite, mais c'est quand même globalement ce qui s'est passé. Et puis, ce qu'on observe depuis quelques années, c'est de nouveau une réarsenalisation des mers. J'ai dans la diapo suivante quelques cartes, 2 cartes. La première, c'est l'océan Indien, qui vous présente le phénomène de réarmement naval majeur, massif, qu'on observe depuis 2008. Vous noterez que la Chine est à plus 120%, si je ne me trompe pas, nous sommes plus 130%. Le Japon a plus 24%, la Corée du Sud a plus 100%, Taïwan a plus 9%, et en fait, c'est celui qui sera le moins, mais on sait bien pourquoi, parce que Taïwan est dans une position tout à fait singulière, mais vous voyez aussi que l'Indonésie, que l'Australie et que l'Inde réarment sur le plan naval depuis de nombreuses années. C'est la même chose en Méditerranée, la carte suivante, qui vous montrera en fait comment sur la rive sud de la Méditerranée, on observe un réarmement naval majeur. Algérie, Égypte, Israël, Turquie sont des pays qui ont réinvesti de façon majeure dans leur outil naval. Donc tout ça, c'est un phénomène, c'est un constat. L'essentiel d'ailleurs sur la partie Indo-Pacifique concerne pour beaucoup les flottes sous-marines. Donc il y a quelque chose qui dit aujourd'hui de l'époque, de la façon dont les pays considèrent que la défense de leurs intérêts, quels qu'ils soient, énergétiques, climatiques, environnementaux, nécessite de réarmer de façon, d'un point de vue naval, de façon majeure. Donc ça, c'est un phénomène très important qui nous fait dire à nous les marins que le maritime
D'ailleurs, tout comme la partie espace exo-atmosphérique et également le cyberespace, sont ce qu'on appelle les espaces communs qui sont les nouveaux lieux d'affrontement. Alors, le maritime n'est pas un nouveau lieu d'affrontement, il redevient un lieu d'affrontement. Et c'est aujourd'hui, c'est tout l'enjeu de voir comment les rapports de force entre, d'une part, des États-puissances, ce qu'on appelle aussi nos compétiteurs d'un côté, mais aussi tout ce qui est organisation para-étatique, c'est-à-dire les organisations plus ou moins, enfin pas plus, plutôt plus que moins, organisations criminelles, on utilise ces espaces communs pour pouvoir faire toutes leurs activités. Et donc, tout l'enjeu est là, dans un contexte où l'Ukraine est venue dernièrement accentuer le défi de souveraineté que cela pose, à la fois pour nous, territoire national, la France, mais plus généralement pour l'Europe. Je cite deux exemples. On a vu, on parle beaucoup des enjeux gaziers et du gaz russe avec le Nord Stream 1 qui a été coupé par les Russes. On sait que demain, l'approvisionnement du gaz en France et en Europe passera par le GNL. Le GNL, c'est des méthaniers qui vont venir maintenant, plus que jamais, alimenter l'Europe par des terminaux en France ou autre part en Europe, et donc une nécessité de garantir la sécurité de ces méthaniers. Donc les enjeux de sécurité d'approvisionnement énergétique d'un côté. L'autre aspect qui vient d'être qui a aussi été mis récemment en exergue, on parle aujourd'hui, c'est le blé ukrainien. On en reparle encore aujourd'hui parce qu'on dit que la Turquie peut-être suspecte de détourner ce blé, mais en tout cas, les enjeux liés à Odessa et à l'extraction du blé, du grenier à blé qu'est l'Ukraine par la mer Noire, montrent que cette dépendance en fait à la mer et aux enjeux maritimes est plus que jamais d'actualité. Et j'ai envie de dire, l'Ukraine n'est qu'un révélateur pour ceux qui n'avaient pas encore conscience de ça, parce qu'encore une fois, ce que vous voyez sur nos cartes montre que les enjeux de sécurité maritime, quand je dis sécurité, c'est qu'ils soient bas du spectre, c'est-à-dire sécurité liée au trafic illicite, mais aussi sécurité au sens militaire de l'affaire, sont plus que jamais là. Et donc, les questions qu'on doit se poser sur ce qu'est la France dans ce débat-là, et plus largement ce qu'est l'Europe. Je ne mentionnerai quand même deux choses, enfin une chose importante en complément, c'est que la France a une spécificité. On parle souvent de sa ZEE, on dit la deuxième ZEE du monde. Avant de parler de sa ZEE, la France, c'est surtout ce qu'on appelle la voisine du monde. La France est sur tous les océans, sauf l'Arctique. On pourrait éventuellement dans les échanges parler aussi de l'Arctique, parce que l'Arctique devient aussi un enjeu dans ce contexte-là. Et donc, parce qu'elle est présente, parce qu'elle a, typiquement dans l'Indo-Pacifique, 2 millions de ressortissants, 200 000 expatriés, et parce qu'elle a 7 ou 8 000 militaires dans l'Indo-Pacifique, elle est concernée par ce qui se passe dans l'Indo-Pacifique et par les grands enjeux de réarmement naval notamment. Donc, on pourra peut-être aller plus loin sur ce sujet-là dans la suite des échanges, mais en tout cas, il me paraît important d'avoir conscience qu'aujourd'hui, ce qui se passe en mer, ce qui est difficile forcément à percevoir parce que ça se passe loin de nos yeux, est plus que jamais aujourd'hui, il y a un phénomène majeur qui est en train de se passer, une bascule stratégique qui est en train de se passer, et sur lequel on doit avoir une réflexion, sur lequel on doit avoir des réactions, qu'elles soient nationales et ou européennes. Dans ce contexte-là, pour avancer, quel est l'état de la marine? Alors, je vous ai mis ce petit schéma parce que je trouve qu'il est assez parlant. C'est un schéma qui vous donne l'état de la marine. Alors, en échelle ordonnée, vous avez les noms de bateaux et en abscisse, vous avez les années. Ça part de 1950 et ça arrive à aujourd'hui. Et vous voyez que voilà la marine. Alors, il y a dans les différents codes couleurs les différents types de forces, sous-marins, porte-avions, frégates, patrouilleurs, garde des mines. Vous voyez qu'on a résumé sur cette limande les périodes clés et les raisons pour lesquelles en fait, on a fait un effort ou au contraire, on a plutôt décru. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que post-Seconde Guerre mondiale, un effort massif de réarmement et qui ensuite n'a pas arrêté de décliner. Pour autant, il y a eu un moment clé dans cette période de 70 ans, c'est la Faust, c'est la partie noire en bas. Là, il y a un effort important qui justifie en fait que la marine, en fait, un peu dans toutes ses composantes, a été redimensionnée. Et puis ensuite, vous voyez globalement une phase descendante avec des caps franchis, puisqu'en 1975, on est à entre 220 bateaux.
1990, on est à 170 bateaux. Et 2010, on franchit la barre des 100 bateaux. Dans la dernière période, après une période de stabilité qui est bien mentionnée sur le graphique, vous voyez, dans les années 2000, on arrive en 2008, quel est un peu le coup de grâce. Et on parle souvent beaucoup de bateaux, mais je crois qu'il est important de rappeler que la RGPP, donc la révision générale des politiques publiques, a été pour le ministère des Armées quelque chose de majeur, puisqu'on a, à l'époque, supprimé 54 000 ETP sur un total de plus de 300 000. Donc un effort monumental qui a eu un impact direct sur toutes les armées, en particulier la marine. Donc, vous voyez qu'il y a moins 27% de la population embarquée. Au moment où on parle de résilience dans la période actuelle, on en est là. Donc, il faut avoir conscience que les choix de 30 ans, qui sont les dividendes de la paix, qui sont, voilà, on y croit plus, que j'appelle les armées comme mutuelles. La question aujourd'hui, c'est savoir si les armées qu'on continue à fournir, à doter. Ce qu'on appelle la mutuelle, c'est quelque chose, on a tous une mutuelle, on a tendance à se dire, mais en fait, on ne l'utilise jamais, ça coûte toujours trop cher. La question, c'est si aujourd'hui les armées doivent redevenir une assurance vie. Et c'est pour ça que je parle de mutuelle d'un côté et une assurance vie de l'autre, parce que je pense que l'assurance vie, on a tous conscience de l'importance d'une assurance vie. Et c'est tout le débat aujourd'hui qu'on a à un moment de la bascule de cette pause stratégique en mer de 30 ans, savoir que faut-il faire pour pouvoir de nouveau être crédible et cohérent. Si on passe sur la… J'avais mis quelques planches pour vous donner, juste pour vous dire, je ne vais pas détailler parce que c'est trop long. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que la marine, entre 2024 et 2028, sera la plus petite marine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, plus petite, c'est en nombre. Ça ne veut pas dire que le nombre, il faut regarder la qualité. Je ne dis pas que la marine n'est pas une belle marine. Je dis que c'est la marine la plus petite, la plus atrophiée qu'on aura, puisqu'après 2028, on va remonter. Et ces 4 plans, je vous montre juste en fait les trous capacitaires, les réductions temporaires de capacité, RTC, qui font que les choix de 2013, de le dernier livre blanc 2013, nous permettront d'atteindre en 2030, après être passé par ce qu'on appelle la vallée de la mort capacitaire, c'est-à-dire des trous, des renoncements temporaires, enfin à un format tel qu'on l'avait identifié en 2013, en 2030. Et ça, c'était dans un contexte de 2013. Donc, et si vous me demandez si demain, on pourrait accélérer, ce qui est certain, c'est, on en reviendra sans doute dans les débats, dans les grandes capacités dont on voudrait se doter éventuellement, c'est du temps long. La construction de bateaux, ça prend du temps. La construction d'un porte-avions, on pourra y venir, du futur porte-avions, ça va prendre du temps. Donc, les choix qu'on a faits en 2013, on a d'autres choix. On continue, on les maintient, puisque la loi de programmation militaire actuelle nous permet, est respectée, et donc va nous permettre de nous doter des moyens, mais ce n'est pas avant 2030 qu'on aura enfin le format tel qu'on l'a pensé en 2013. Il faut avoir conscience de ça, parce que ça évite de tomber dans le yaka faucon. La génération de capacité militaire, c'est quelque chose de relativement long. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des petites améliorations, mais il est évident que c'est du temps. Voilà. Et puis, ce que je voulais vous donner en dernier élément, c'est quand même, parce qu'il s'agit bien sûr d'être positif et optimiste, c'est qu'en 2030, vous voyez rapidement sur cela, je ne vais pas encore détailler, mais voir qu'en 2030, on aura en revanche totalement renouvelé la marine dans toutes ses composantes. Alors, le porte-avions de nouvelle génération qui succédera au Charles de Gaulle arrivera en 2038-2036. Les SNLE 3G, c'est-à-dire la 3e génération de SNLE, arrivera à partir de 2035. Les FREM, donc les frégates multimissions, qui, ça y est, la dernière va en train de naviguer et sera admise au service actif dans peu de temps. Donc les 8 FREM seront là, mais en plus seront arrivées les frégates de défense intermédiaire, les FDI, qui vont être lancées à partir de 2022 et qui vont être définitivement en place à l'horizon 2000. Alors, si on suit le graphique, 2050. Mais on aura effectivement un format à 2030 qui sera déjà un format en termes de moyens et d'outils qui sera totalement modernisé. On aura la future guerre des mines qui sera là, on a les nouveaux ravitailleurs de force qui vont arriver, et puis sur la plage suivante, vous avez le renouvellement également des patrouilleurs, qu'ils soient des patrouilleurs pour remplacer les vieux avisos par des patrouilleurs dits océaniques ou les patrouilleurs outre-mer. Et puis enfin, vous avez toute la composante des avions, hélicoptères et avions de patrouille maritime. Donc en 2030, on aura un format
qui ne sera pas un format plus important que ce qu'on a aujourd'hui, mais enfin, en revanche, qui sera un format qui sera totalement renouvelé dans l'ensemble des composantes. Donc, c'est quand même un effort monumental qui a été fait, qui a été décidé et qui va aboutir effectivement d'ici 2030. Voilà. Je propose éventuellement d'en rester là parce que je déjà été trop long et je voudrais surtout que par cette base-là, on puisse échanger sur les questions que ça suscite chez vous et puis éventuellement parler de l'ambition post-format que je viens de vous exposer là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Amiral, de cette introduction. Donc, je vous invite, comme l'administrateur vous l'a indiqué, à poser vos questions à droite de cet écran dans le panel discussion. Pour lancer la discussion, j'en ai une. On pourrait partir en Extrême-Orient, un peu plus à l'Est. Amiral, avec le réarmement chinois et sa politique agressive en mer de Chine du Sud, quel enjeu pour la marine et pour la France qui est riveraine du Pacifique? Est-ce qu'un jour, on peut assister à un conflit entre la Chine et Taïwan? Alors, je serais bien capable de dire tout comme on a tous été incapables de dire que si la Russie allait envahir l'Ukraine ou pas, savoir ce que fera la Chine vis-à-vis de Taïwan et à quelle échéance. Au-delà de ce que le président Xi annonce ou fait dire par l'ensemble du Parti communiste chinois côté chinois. Ce qui est certain, c'est que l'Indo-Pacifique, je vous disais tout à l'heure, nous avons des choses à dire parce que le barycentre du PIB mondial est dans l'Asie-Pacifique. Donc, nous, Français, nous, Européens, nous avons un devoir de nous sentir concernés par cette bascule, qui n'est pas qu'une bascule militaire, mais qui est bien une bascule économique. À partir de là, il me paraît, d'un point de vue stratégique et naval important, de souligner deux aspects. La France, comme nation riveraine de l'Indo-Pacifique, avec les chiffres que je vous rappelais tout à l'heure, et par le fait qu'elle a beaucoup de territoires ultramarins avec les ZEE concernés, donc des espaces de souveraineté, a une responsabilité dans la protection de ces espaces là-bas. Pour cette raison-là, elle doit avoir une réflexion et un plan pour pouvoir être présente. Deuxième aspect, la France, et je n'en ai pas parlé dans mon propos liminaire, est une nation de la dissuasion. C'est une nation qui est dite P5, elle est au Conseil permanent de sécurité parce qu'elle est dotée d'armes nucléaires et qu'elle a une doctrine de dissuasion. Or, ce qui se joue dans l'Indo-Pacifique, c'est ce que j'appelle le grand dialogue stratégique, qui est de retour. Alors, on en parle beaucoup parce que l'Ukraine et la Russie et le positionnement de l'OTAN, des pays dotés face à la Russie nous font réfléchir de nouveau à ces questions-là. Mais en fait, l'Indo-Pacifique, avant que l'invasion de l'Ukraine ait débuté, était déjà un sujet de dialogue stratégique entre des nations dotées, les États-Unis versus la Chine. Et donc, il ne faut jamais oublier que tout ce qui se passe là-bas est dans la possibilité, probabilité qu'il y ait un conflit. Il ne faut jamais oublier que derrière, ce sont des nations dotées qui se parlent, avec ce qu'on peut espérer de compréhension mutuelle dans ce qu'on appelle la grammaire stratégique, c'est la capacité de nations dotées à savoir quand est-ce qu'on franchit les seuils, de quelle façon, et comment est-ce que le dialogue de dissuasion mutuelle peut jouer son affaire. Dernier aspect qui me paraît important dans l'Indo-Pacifique, et j'aborderai comme ça un peu le sujet un peu d'AUKUS, parce que AUKUS, alors je vois qu'il y a une question sur AUKUS. Vous avez important, hein, au Shangri-La Dialogue qui a eu lieu mi-juin à Singapour, qui est la grande conférence de sécurité à Singapour. Il ne vous aura pas étonné que c'était le premier déplacement international du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et qu'il est allé là-bas reprendre contact avec son homologue australien, alors que les relations diplomatiques avaient été quand même bien rompues entre les deux pays, pour pouvoir renouer un dialogue suite à l'élection et la mise en place d'un nouveau gouvernement en Australie. Ce n'est pas un hasard. Le dialogue a repris. Il a repris puisque le Premier ministre est venu à Paris récemment et a rencontré le président de la République. Donc, on est reparti dans une coopération qui, de toute façon, les Australiens ont vocation à être nos amis. Ils sont nos amis. Dans l'Indo-Pacifique, en tout cas, ça peut être des compétiteurs de certains côtés, ça peut être des partenaires de l'autre, mais ça reste nos amis dans l'Indo-Pacifique. Donc, nous reprenons un dialogue avec eux. Et AUKUS a été, quelque part, un mauvais épisode dans nos relations.
AUKUS, ce qui est intéressant, je crois, et c'est pour répondre pour le troisième aspect de ma question, c'est qu'au-delà de la brouille diplomatique qu'il y a eu entre les deux pays, il me semble important de préciser que ce n'est pas un hasard que cette brouille ait lieu parce que ça va parler de sous-marins. Je vous dis ça parce que dans les enjeux de Taïwan, on peut parler de TSMC, l'usine à semi-conducteurs taïwanaise, on peut parler d'enjeux économiques. Il me paraît très important de prendre aussi l'aspect stratégique que prend Taïwan pour la Chine dans le positionnement d'ouverture sur le Pacifique que ça comporte, notamment pour la force de dissuasion chinoise. Là où aujourd'hui, le Pacifique est une zone réservée, quasi réservée ou réservée des Américains, notamment en faisant du containment vis-à-vis de la Chine, grâce à Taïwan, grâce aux Philippines et grâce au Japon. Et que la brèche de Taïwan est juste inacceptable pour les Américains dans leur capacité à pouvoir contrôler le Pacifique, notamment pour des affaires économiques. Et donc tout l'enjeu, et le meilleur moyen d'aller contrôler cette affaire-là, pour contrôler aujourd'hui la Chine dans la zone des 9 traits, donc Paracels et Spratlys, c'est notamment la capacité sous-marine. Parce que finalement, le sous-marin reste un game changer pour pouvoir faire peser une menace, surtout dans des zones assez contraintes comme la zone des 9 traits. Donc les sous-marins, dans l'équation taïwanaise, sont importants. À la fois parce que c'est la dissuasion chinoise qui est sans doute concernée, et à la fois parce que c'est le moyen pour les Occidentaux, dans le cadre notamment d'AUKUS, mais avec une France qui a évidemment sa place, de pouvoir contrôler justement par les sous-marins un certain nombre de la place stratégique. Merci. Alors, un participant attentif a noté que vos graphiques semblent montrer que la France n'aura pas 2 porte-avions, mais un seul. Donc, toujours avec des périodes sans outil de projection de puissance lors des grandes phases d'entretien. Alors, qu'en dit l'ancien pacha du Charles de Gaulle? Le sujet de 1 ou 2 porte-avions est profondément un sujet d'ambition. Un porte-avions, enfin en tout cas un porte-avions nucléaire tel que nous l'avons depuis 2001, puisque nous avions quand même dans la période précédente effectivement 2 porte-avions qui étaient Clemenceau et Foch, c'est une disponibilité qui est globalement 2 tiers du temps. Donc effectivement, il y a 1 tiers du temps où le porte-avions n'est pas disponible. C'est un choix politique qui semble avoir été assumé jusqu'à présent, puisque l'outil qui est un outil militaire est aussi un outil politique, en tout cas à disposition du politique, a accepté de ne pas avoir 1 tiers du temps son porte-avions. Donc le choix, je dis ça parce que le choix d'avoir un 2e porte-avions est moins un choix de marin. Nous sommes nous, là j'aime bien dire, c'est comme un peu dans le film, on dit, pour les fans d'Astérix, on a dit de carler, je carrelle. On nous a dit de mettre en œuvre un porte-avions, on en met un. On vous nous demandez d'en mettre un 2e porte-avions, on mettra en œuvre un 2e porte-avions. Mais le choix d'en avoir 1 ou 2, et donc de la permanence que ça apporte, qui est une permanence, attention, qui n'est pas une permanence en mer, qui est une permanence d'alerte. Ne pas oublier que, je ne suis pas technique, mais 3 SNLE ou 4 SNLE, ça permet d'avoir une permanence si vous voulez, en mer. Si vous voulez une permanence de porte-avions en mer, donc toujours un qui navigue, il faut au moins 3 bateaux, et avec les avions qui vont avec. Donc 2 porte-avions, c'est une permanence qu'on appelle d'alerte, c'est la capacité en permanence à en avoir un qui est activable. Et ça, c'est un choix effectivement éminemment politique, parce que derrière, c'est des coûts d'investissement. Donc ce choix-là n'est pas du ressort, si vous voulez, de la marine ou du chef de la marine. C'est un choix qui doit être mis en cohérence, qui est une ambition de présence et d'intervention partout dans le monde. Et ça, bien sûr, nous savons ce qu'on pouvait faire avec 2 porte-avions, mais je crois que ce n'est pas nous qui pouvons répondre à ce choix-là. Donc effectivement, dans nos graphiques, pour l'instant, le président de la République, lors d'un discours au Creusot à Framatome il y a 2 ans ou 1 an, a annoncé qu'il y aurait un successeur au Charles de Gaulle qui serait nucléaire, donc à propulsion nucléaire, et qui est déjà en train d'être travaillé. Donc il y a des études qui sont en train d'être menées, et le programme est parti. Mais c'est bien le successeur qui doit arriver, et le successeur doit naviguer en 2036, parce que le Charles de Gaulle arrivant en fin de vie en 2038, pour assurer le tuilage entre les deux, on vise 2036 pour le début de navigation du futur porte-avions nucléaire. Voilà, on en est là. Dans les grands choix éventuellement que la nation fera, sous couvert d'une loi de programmation militaire, ça sera bien le politique qui décidera ou pas d'aller plus loin.
Merci, Amiral. Alors, êtes-vous d'accord avec la conclusion qu'en tire l'un de nos participants qui dit « Je comprends que la position de la France est, s'agissant de sa marine, relativement faible jusqu'en 2030 ». Il ne faut pas nier les faits, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est la génération de capacités telles qu'on les met en œuvre aujourd'hui, qui sont plus complexes, ça prend du temps. Donc les choix que nous faisons, que nous avons faits dans la période de 2012, de 2013, aujourd'hui, aboutissent à cette réalité-là, avec des trous ponctuels qui font qu'on est dans une fragilité qui ne veut rien dire dans l'absolu. La fragilité, c'est par rapport à l'ambition que vous fixez et dans la façon dont vous voulez, vous considérez que vous devez intervenir, de quelle façon et où et avec qui. Il faut toujours se garder quand même d'une approche purement nationale, plus que jamais, et en particulier dans le domaine naval, la dimension européenne, qu'elle soit entre Européens seulement ou plus largement au sein d'alliances comme l'OTAN, c'est quand même des dimensions importantes à prendre en compte qui font qu'on peut faire plein de choses avec des moyens, somme toute, limités. Donc, on voit qu'on ne pourra pas générer comme ça en quelques années si on décidait de le faire. Mais je crois qu'il est important de rappeler que d'abord, c'est une histoire d'ambition et donc après de budget qu'on veut mettre pour pouvoir effectivement générer les capacités qui pourront être là à la mesure de la capacité à produire, de l'outil industriel à produire tout ça. Mais oui, effectivement, on a fait des choix en 2013 qui sont aujourd'hui, qui peuvent paraître assez paradoxaux compte tenu de l'accélération des grands défis stratégiques qui sont devant nous. Mais je crois qu'il faut, à ce moment-là, plus que jamais, reposer sur nos alliances. Merci. Alors, question suivante porte sur l'attractivité en termes de RH de la marine. Les bateaux, c'est bien, mais il faut des équipages aussi. Donc, la marine est-elle en capacité d'attirer, de retenir les talents dont elle aura besoin? Alors, il y a deux questions dans cette question-là. Il y en a une qui est d'attirer, il y en a une qui est ensuite de fidéliser, de garder dans nos rangs. On a un défi majeur. Je vous parlais de la RGPP qui, en fait, a décimé nos effectifs. Hein. On a une marine qui, par rapport à celle que j'ai connue, qui a été divisée par 2 en termes d'effectifs. Alors, un bateau à 110 personnes, comme la FREM aujourd'hui, hein, les séries des Auvergne, Normandie et autres, qui sont armés donc par 110 personnes, remplacent des bateaux qui étaient plutôt de la classe 250 personnes, et pourtant qui sont plus performants. Donc, en fait, on s'aperçoit que l'équipage n'est pas exactement le miroir de l'efficacité d'un bateau, parce que la modernisation, bien sûr, permet plus de choses. Pour autant, on s'aperçoit qu'on est allé très, très loin dans l'optimisation, ce qu'on appelle l'optimisation d'équipage, donc la résilience et la capacité des équipages à durer d'une part et ensuite à être pas trop fragile vis-à-vis d'imprévus, de gens qui sont malades ou qui ont des pépins, fait qu'on a sans doute été un petit peu loin. Ce n'est pas ça qui justifie l'essentiel de la difficulté qu'on a. C'est d'abord cette réduction massive de marins. 2015, les attentats ont fait qu'on a stoppé en fait, l'hémorragie. Et là aussi, le politique a compris qu'il fallait arrêter, que le contexte est pour des raisons terroristes qui sont toujours là. Hein, le risque terroriste n'a pas totalement disparu. Il fallait réinvestir dans les effectifs. Et donc, depuis, on remonte. Le problème, c'est que la remontée est plus difficile, et d'autant plus difficile que lorsque vous remontez, le temps de génération de compétences, eh bien, il est mécaniquement dépendant du moment où vous faites rentrer les gens. Donc, remonter des compétences en nombre pour le haut de la pyramide prendra du temps. Ça, c'est là aussi, pour tous ceux qui travaillent dans l'entreprise, vous savez très bien que pour avoir des compétences, il faut de l'expérience. Et ça, on ne peut pas la décréter. Donc, il y a une vraie difficulté. Il n'y a pas de difficulté à recruter aujourd'hui. Et pourtant, on n'a jamais autant recruté. On est plutôt dans la classe des 4000 personnes, des 4000 marins à recruter par an. On n'a pas de difficulté parce que je crois qu'il y a une chose qui reste, et le contexte est favorable, c'est que ce métier est profondément pourvoyeur de sens. Donc, il y a beaucoup de jeunes. On l'avait vu avec la vague d'attentats, et on le voit de nouveau dans le contexte actuel. Il y a les classes d'âge se suivent et se ressemblent, j'ai envie de dire. Et donc, pour ça, l'envie d'engagement ne faiblit pas. La façon de se comporter, la façon de la dépendance numérique, ça pose plein de questions, mais globalement, il n'y a pas de difficulté fondamentale à intéresser des jeunes pour venir dans nos armées, en particulier dans la marine. La difficulté qu'on a plutôt actuellement, c'est plutôt
capacité à conserver nos marins après les avoir formés, avant les avoir générés, monté leurs compétences, à les conserver parce qu'on a des métiers qui sont globalement très techniques. Et pour une partie d'entre eux, je prends l'exemple qui est assez classique, c'est celui des atomiciens, c'est-à-dire ceux qui sont dans le nucléaire, qui sont les pros de la mise en œuvre des chaufferies nucléaires sur les sous-marins et sur le porte-avions. Ce sont des gens qui sont courtisés dans le moment où le nucléaire est en train de se relancer en France. Et donc là, on a discuté effectivement, et c'est un exemple parmi d'autres, de fidélisation de nos marins pour trouver, pour qu'il y ait quelque part après les avoir formés et qu'on ait généré leurs compétences, qu'ils puissent être rentables pour nous. Donc là, il y a un enjeu. On l'a déjà rencontré dans le passé, mais ça demande effectivement une remise en question sur la façon de travailler. Au moment où la loi de programmation militaire va arriver, il est certain que les leviers de fidélisation seront un point d'attention très important pour nous dans la marine, parce que c'est… alors, ils peuvent être financiers, ils peuvent être… Il y a plein, on les connaît, hein, mais en tout cas, ça sera quelque chose d'important. Voilà. Après, je ne vais pas aller plus loin parce que notre question, mais il y a toute la question aussi de la dronisation et des bateaux sans équipage. Il est certain que, on ne m'a pas posé, mais en deux mots, imaginez qu'on remplace nos équipages par des drones est juste illusoire parce qu'en pratique, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et en mer, on a besoin de gens qui y vivent. Contrairement à l'espace, vivre en mer, ça reste quelque chose, on y reste longtemps, donc on aura toujours besoin de bateaux armés avec des gens pour pouvoir percevoir ce qui s'y passe et pouvoir agir en fonction des imprévus. La mer est par définition un endroit où il faut rester longtemps pour pouvoir la maîtriser. Question suivante, on revient à l'actualité. Quel est le rapport des forces navales en mer Noire, Méditerranée, entre la Turquie, la Russie et la France? Alors, depuis le début de la guerre, la convention de Montreux de 1936, que vous devez connaître, fait que la Turquie a un contrôle sur les détroits d'accès à la mer Noire et elle a décidé de fermer. Alors, elle ne peut pas fermer aux marines riveraines, mais fermer aux marines étrangères. Donc, un pays comme la France et la plupart des nations européennes qui ne sont pas riveraines n'ont plus accès à la mer Noire. Donc cette mer Noire qui avait été privatisée par les Russes, par la mer d'Azov, et puis maintenant, en ayant pris toute une bande de l'Ukraine au nord, hormis Odessa, plus que jamais à privatiser le nord. La Turquie, elle, est plutôt dans le sud, et puis il y a quand même quelques pays à l'ouest qui sont encore présents. Mais la mer Noire est clairement un endroit aujourd'hui qui a été fermé. Et donc, difficile pour moi, en tout cas, de vous dire un peu au-delà de ce qu'on a comme renseignement qui est ouvert sur les enjeux liés au fleuve de commerce. Il y a beaucoup de mines, on parle de plus d'une centaine de mines qui ont été mises en place pour pouvoir protéger l'accès, notamment au port ukrainien. Donc, il y a tout un enjeu de sécurité en mer Noire, et avec un rapport de force entre Turquie et Russie que je ne connais pas, donc je vais vous dire des bêtises si on en parlait. En revanche, en Méditerranée orientale, on a vu plus que jamais la flotte russe se densifier et qui est très présente, qui était déjà très présente avant le conflit. Et la marine turque qui était elle aussi très présente, mais là pour des raisons très différentes, puisque la Russie, par les ports en Syrie, depuis de nombreuses années, a un dispositif qui vit, et qui est pour l'instant un peu stoppé, mais entre la mer Noire et la Méditerranée orientale, pour pouvoir assurer son accès à la Méditerranée, et qui s'est densifié encore une fois depuis quelques années. Pour l'anecdote, moi en 2019, avec le porte-avions Charles de Gaulle, on était au large de Chypre, et il y avait en permanence 3 frégates qui étaient autour de moi pour contrôler ce qu'on faisait. 2019. Là, le porte-avions est rentré en avril et était sur place au moment où il y a eu l'engagement fin février de la Russie en Ukraine. Il y avait 5 ou 6 frégates en permanence. Donc, le dispositif russe s'est complètement densifié en Méditerranée orientale. La Turquie, elle, aujourd'hui, je ne sais pas exactement quel est son dispositif en Méditerranée orientale, mais ça fait quelques années qu'elle a plus que jamais présente en permanence dans cette partie-là, et d'ailleurs en allant jusqu'en Med-Centre,
en allant jusqu'à la Libye, hein, parce qu'il y a eu quand même un certain nombre aussi de trafic d'armes, notamment, d'où la mission Irini européenne de contrôle de l'embargo, et avec quelques situations de proximité avec des bâtiments turcs qu'on soupçonnait notamment d'alimenter la Libye en armes. Donc la Turquie, elle est très présente en Méditerranée depuis quelques années, notamment parce qu'il y a aussi tous les enjeux de gaz et de champs d'exploration, voire d'exploitation, d'ailleurs qui sont contestés entre Chypre et la Turquie, au sud de Chypre. Et donc, la Turquie met des moyens navals militaires depuis quelques années pour aussi cette raison de prendre la place dans le domaine du gazier offshore. Donc, vous voyez que la Médor, alors la mer Noire est aujourd'hui un sujet particulier, mais la Médor est, depuis quelques années, et je pense durablement, même si le conflit en Ukraine se termine et que la mer Noire se rouvre d'une manière ou d'une autre, voilà, on verra comment, la Médor est plus que jamais un enjeu majeur en termes là aussi de rapport de force entre toutes ces nations riveraines et dont la France est partie. Hein. La France, quand le porte-avions allait là-bas, c'est parce qu'en plus, c'est un moyen d'aller continuer à aller travailler en Irak, en Syrie. Donc, l'accès à cette partie sans compter le Liban et Israël. Donc, vous voyez bien que c'est un nœud de problèmes. Donc, la Méditerranée orientale est vraiment un sujet depuis très longtemps de préoccupation et qui le sera sans doute durablement. Alors, peut-être alterner avec une question d'Éric Gérard, Sciences Po de la Mer. Éric, tu as levé la main, je crois. Merci. Bonsoir, Amiral. Juste si vous me permettez, un immense merci à Anthony Mellor et Marie-Christine Méchet donc, pour l'organisation, et Alexandra des Sciences Po, des alumni pour l'organisation de ce Zoom. Et merci, Amiral, c'est formidable de vous écouter en direct. Moi, j'ai deux petites questions très rapides. La première, effectivement, sur les drones. On a vu là avec l'Ukraine, drones versus missiles. En fait, ce qui est fou, c'est que maintenant, c'est quelques milliers de dollars versus quelques millions de dollars. Est-ce que, avec le sujet de l'Ukraine, du croiseur, l'île au serpent, ma première question, Amiral, c'est est-ce que pour vous, cela remet en question un peu, beaucoup, très fortement le conflit de haute intensité? C'est-à-dire que finalement, ça redistribue complètement les cartes, le fait d'utiliser des drones ou pas. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, un peu justement par rapport au risque de famine, au sujet criant sur les céréales, est-ce qu'on peut imaginer de forcer le blocus naval ou est-ce qu'il y a d'autres options pour passer ailleurs? Et voilà, j'espère que je suis clair dans mes questions. Et encore merci, Amiral, pour votre participation et merci, Anthony, de si bien l'animer. Alors, pour la première question sur la mer Noire, le Moskva, les drones, les missiles, il y a beaucoup de choses à dire en fait, sur la perte du Moskva et sur ce qui se passait en mer Noire. En fait, ça confirme que les grandes tactiques de projection, ce qu'on appelle de projection de puissance, c'est-à-dire capacité de frapper de la mer vers la terre, restent d'actualité. Parce que au départ, c'est quand même, sans parler de la capacité de projection de force, la capacité amphibie, qui finalement les Russes sans doute n'ont pas pu mettre en place, même si l'île au serpent a été sans doute un sujet dans ce domaine-là. Mais globalement, cette capacité en fait, à frapper de la mer vers la terre, on dit qu'il y a entre 300 et 400 calibres, donc des missiles de croisière envoyés à partir de la mer vers la terre pour frapper l'Ukraine. Donc il y a ces capacités. Il ne vous aura pas échappé que la France est dotée depuis quelques années du missile de croisière naval à partir des frégates, et depuis que le nouveau sous-marin nucléaire d'attaque Suffren, type Barracuda qui est Suffren, maintenant on aura aussi cette capacité à partir de sous-marins. Nous n'avions pas, c'est quand même une chose très importante. Les Britanniques et les Américains avaient cette capacité-là, on ne l'avait pas. Désormais, on l'a à la fois à partir de surface et à partir de sous-marins. C'est cette capacité à frapper de manière plus ou moins discrète de la mer vers la terre. Et ça, les Russes l'ont joué. Et donc, c'est un des exemples qui montre que les grandes façons d'utiliser une force de la mer vers la terre restent d'actualité. Il y a le minage, qui est un sujet qui est très vieux et qui a de nouveau été mis en œuvre. Donc, on a aussi autre sujet, capacité de minage et de déminage derrière, ce
qu'on avait vécu dans le Golfe en 91. Enfin, donc, on revisite là aussi un mode d'action qui était connu. Et puis après, il y a la capacité d'une force à agir et puis à se défendre. Et là, on arrive sur la perte du Moskva. Le Moskva, ce qu'on sait a priori, c'est que c'est un bateau très ancien qui avait été en fait pas modernisé comme il aurait dû l'être. On pense qu'a priori, même les radars étaient plus ou moins tous dans l'axe, donc tout ne tournait pas au moment où ils se sont fait frapper par des missiles à partir de la Terre. Mais en tout cas, et puis dernièrement, aussi, ça pose quelques questions sur les compétences de l'équipage du Moskva pour avoir subi un tel dommage. Donc, là, si la question c'est est-ce que ça remet en cause la capacité d'avoir des navires proches des côtes, je pense qu'avant d'en arriver à dire en fait aujourd'hui c'est plus possible, notamment vis-à-vis des bulles de délit d'accès, je pense qu'il y a ça serait un peu vite en besogne que de se dire en fait c'est plus possible de s'approcher des côtes quand on a une bonne défense antimissile. Il y a sans doute effectivement, on sait qu'aujourd'hui les bulles de délit d'accès existent, pour autant la capacité à les contourner et à les traiter existe aussi. Or, la démonstration sur Moskva nous fait dire qu'a priori, il y a beaucoup de doutes sur la capacité elle-même du Moskva avant de parler de la capacité d'attaque de la part des Ukrainiens. Ensuite, il y avait les drones, parce qu'effectivement, a priori, on imagine que le Moskva a été attaqué par une capacité en fait, de recalage des missiles et donc une capacité en fait, de désignation d'objectifs, sans doute par drone. Bon, ça, là aussi, c'est une réalité. Ce n'est pas une surprise parce que la mer Noire, c'est un espace très fermé, très contraint. Donc, la capacité à couvrir en fait, la mer Noire, on sait que c'est une nasse. Donc, en fait, les bateaux qui sont là-bas sont sans doute très vulnérables, pour peu qu'ils ne soient pas bien défendus. Et la question de la défense et de la capacité de ce qu'on appelle de guerre électronique, la capacité de percevoir une attaque de missile et de s'en prémunir en leurrant le missile, en le détruisant par un propre missile, ben ça sert à ça. Donc, je ne dis pas qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire-là, mais il n'y a pas de choses, en fait, ça ne remet pas en cause, à mon avis, à ce stade-là, en fait, les capacités assez classiques. Au contraire, on a plutôt vu qu'ils avaient utilisé des modes assez classiques et sans réelle surprise. La seule surprise, encore une fois, étant cette capacité à avoir coulé le Moskva de manière aussi simple a priori. Voilà. Donc ça, je n'ai pas répondu totalement à la question, mais je crois qu'en fait, ce que je veux dire par cette affaire-là, c'est que la mer Noire est un cas d'école évident, mais c'est un cas d'école qu'il faut savoir mesurer compte tenu de la géographie très particulière qu'elle représente. Et la vraie question, moi je vous le dis, parce que la vraie question de ce qu'on appelle de la dilution en haute mer, là, elle n'est juste pas possible. Et donc, en fait, c'est évidemment la vulnérabilité plus importante. Pour la partie famine, et je ne sais pas, enfin, il est difficile, je ne suis pas spécialiste de l'agroalimentaire, des grands flux. Ce qui est certain, c'est que ça a désorganisé un certain nombre de pays. On sait bien, c'est le Maghreb, c'est le Moyen-Orient, c'est tous ces pays qui sont hyper dépendants au blé et au maïs, surtout dans des pays qui sont pour beaucoup d'entre eux très subventionnés par les États eux-mêmes dans leur capacité à nourrir les peuples. Je parle de l'Égypte. En fait, le peuple égyptien est hyper subventionné par l'État pour pouvoir garantir en fait, cette sécurité alimentaire qui est la base en fait, de n'importe quel humain. Et ça, peut-être, ça nous rappelle en disant, en fait, finalement, il y a à la fois, bien sûr, donc il y a les individus qu'on doit nourrir, et puis en fait, il y a l'hyperdépendance et la dépendance stratégique des États eux-mêmes, en fait, à ces flux-là. Est-ce que le blé et le maïs, et aussi le tournesol, parce qu'il y a aussi le tournesol dans le débat, certes, on sait que 20% viennent de Russie, 10% d'Ukraine, enfin, alors, je ne sais plus si j'inverse les deux, mais en tout cas, c'est 30% qui viennent globalement du grenier à céréales que sont l'Ukraine et la Russie. Ça a désorganisé, c'est une évidence. La question, c'est la question c'est les 22 millions de tonnes dont on a beaucoup parlé, qui restent à extraire, qui, je comprends quand même, ont trouvé des modes différents. D'ailleurs, on en parle parce que la Turquie, on s'aperçoit que la Turquie, on pose la question s'ils ne sont pas en train de détourner le blé. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même du blé qui a été sans doute extrait. Et après le trafic qui est éventuellement à générer, il y a surtout la question de la prochaine
campagne de céréales, et donc et pour l'année prochaine. Parce que ça, si la conflit dure, ça sera beaucoup plus important en termes de volume. Et donc, en fait, les 22 millions de tonnes sont importants, il me semble, mais le pire, potentiellement, est à venir si on n'est pas capable d'avoir résolu et avoir trouvé des moyens différents. On dit qu'un vraquier, c'est c'est une cinquantaine de trains, c'est des volumes monumentaux, en fait. Donc, la capacité d'évacuation par le rail, notamment, ou par les camions, est juste d'une dimension qui n'a rien à voir. Et donc, effectivement, cette capacité à remettre au dessin avec un flux d'extraction des céréales est un vrai enjeu. Je pense que tout ne vient pas de ces 22 millions de tonnes. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on voit par ailleurs, à mon avis, il y a autre chose à chercher derrière. Il ne nous aura pas échappé que Michel-Édouard Leclerc a demandé à ce que la commission de l'Assemblée se saisisse du problème d'inflation. Donc, on voit bien que tout ne vient pas de l'Ukraine, je pense. Voilà. Mais là, je pense qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi et qui ont beaucoup plus d'informations que moi sur ce sujet-là dans la salle, mais je pense qu'il faut faire la part des choses. Et c'est compliqué. Alors, il reste 4 ou 5 questions. On va essayer de les boucler dans le temps le restant. Une question sur la fiabilité de la dissuasion nucléaire française et de la doctrine, finalement. Alors, je dis certains candidats au dernier débat, oui, alors je vois de qui vous parlez. Alors, ça n'engage, ceux qui ont dit ça n'ont pas apporté beaucoup d'éléments pour effectivement techniques pour dire que la dissuasion était dans une future potentielle défaillance. Donc moi, et bien sûr, ne comptez pas sur moi pour vous dire qu'elle est défaillante. Parce que je pense que tout ça n'avait pas beaucoup de sens dans le débat tel qu'il a été posé. La question de la fiabilité de la dissuasion, d'abord, il repose sur plusieurs aspects. Il repose sur l'aspect de la doctrine. Et la doctrine, je vous renverrai au discours du 7 février, je crois, 2020, à l'école de guerre du président de la République, qui ne s'appelle pas le discours de la dissuasion. Il est coutume, et le président Macron l'a fait en 2020, que chaque président, dans son quinquennat, fasse un grand discours qui affirme la doctrine. Donc ça, c'est un aspect de la fiabilité, c'est la doctrine qu'on définit. Le deuxième aspect, c'est la fiabilité, ce qui est lié en fait à la crédibilité technique de la dissuasion. Et c'est peut-être celle-là dont un candidat qu'il a voulu aborder. Sujet par définition compliqué pour ceux qui ne sont pas dedans. Maintenant, voilà. Et je ne suis pas dedans. J'ai un certain nombre d'éléments, mais je ne suis pas dedans. Donc, je veux dire que globalement, attention à pas aller trop vite et à se faire peur ou à mettre des espèces de chiffons rouges sur des sujets qui sont objectivement très complexes d'un point de vue technique. Mais encore une fois, qui ne tiennent que s'il y a une doctrine technique et d'analyse. Et dernière chose, la fiabilité, c'est la fiabilité politique. Et je me garderai bien de vous dire que la fiabilité de la dissuasion française qui repose sur le choix d'une personne qui s'appelle le président de la République est à mettre en cause. On imagine bien que je vous dirai l'inverse. C'est-à-dire que le système français, sa fiabilité repose sur le choix qui repose sur le président de la République. Ça date depuis De Gaulle, ça, et c'est comme ça que ça a été conçu. Et en fait, on peut effectivement se poser des questions, et je pense que c'est normal d'avoir lorsqu'on s'intéresse à la question, on pose des questions. Maintenant, de là à dire que potentiellement il y a une défaillance future, je demande quelques éléments un peu plus concrets que simplement dire ça. Donc, je crois que la discussion, en tout cas, au-delà de cette question telle qu'elle a été posée, c'est aujourd'hui, et moi je pense que c'est ça qui est intéressant dans notre débat, c'est de se dire, je suis assez, pas étonné, je trouve que c'est intéressant de voir que dans une période, je vous parlais de la pause stratégique en mer, enfin, qui est un peu une pause stratégique au sens global, parce que les États ne s'affrontaient plus depuis 30 ans, en tout cas pour les militaires, que la dissuasion n'ait pas été remise en cause dans cette période-là. Or, c'était une période où les gens auraient pu, et je vous renvoie au débat présidentiel précédent, est-ce que ça avait été mis potentiellement en situation de pointer sa défaillance dans les présidents? Je ne crois pas. En revanche, la période qui s'ouvre là,
plus que jamais. On voit bien que tout le débat sur l'Ukraine, c'est pour faire le match, en disant si l'Ukraine n'avait pas désarmé, n'avait pas renoncé à son stock d'armes nucléaires, elle n'aurait peut-être pas été envahie, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que l'OTAN, alliance nucléaire, est rappelée par le président lui-même, son ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, assez vite au début du conflit, et le narratif nucléaire de l'autre côté de Poutine font bien que, quand je vous parlais de nation dotée, la dissuasion fonctionne, puisqu'on ne s'est pas affronté. Et je vous ai déjà parlé de l'Indo-Pacifique, la Chine, on voit bien qu'on est dans une période où plus que jamais, le principe de la dissuasion, et ce n'est pas la défaillance de la dissuasion, c'est pas une défaillance des armes nucléaires, mais encore faut approuver, mais le principe même de la dissuasion nucléaire, aujourd'hui, reprend, ou en tout cas confirme toute sa place. Alors, une question intéressante, sans qualité, la marine 2030 semble à la hauteur. N'y a-t-il pas un risque d'oublier la quantité, résilience, couverture plage des océans, palette plus vaste de menaces à couvrir? C'est tout le débat, et je me garderais bien de vous dire oui, il faut mettre nous 20 bateaux de plus, 3 porte-avions, avec ça on sera tranquille. Si je vous dis ça, je vous mentirais parce que je vous parlais de RH et de compétences. Remonter une marine, ça prendra du temps. Donc il faut ça c'est collectif. C'est-à-dire qu'on peut toujours se faire Abdallah comme dans Tintin, Scrogneux, je retiens ma respiration. Globalement, si on le fait, on décide de le faire, et ce n'est pas nous qui avons décidé, c'est là aussi, c'est le politique, c'est nos gouvernants, c'est l'Assemblée, voilà, le débat démocratique, ça prendra du temps. Alors qu'est-ce qu'on fait d'ici là? Et évidemment, avec une quantité qui est assez faible. On peut dire les choses comme elles sont. Je crois qu'en fait, c'est tout le débat en fait, aujourd'hui du chef d'état-major de la marine qui a voulu poser un plan stratégique qui s'appelle Mercator et qui est de dire, en fait, c'est une marine agile. C'est-à-dire que faisons mieux avec ce qu'on a. Et les marges existent. Elles existent. Ça, c'est le jeu de la marine. C'est la marine de mieux travailler, de se réorganiser pour pouvoir être plus efficace avec les moyens dont elle dispose aujourd'hui, tout en préparant les moyens supplémentaires éventuellement qu'elle aura demain. Vous parliez de capacité notamment de surveillance, je crois, dans votre question. Il est certain qu'on peut dire, je vous parlais de Dromcom et des enjeux liés à nos Z2 et la protection de nos territoires ultramarins. On peut se dire qu'il faut plus de bateaux. On peut aussi se dire, aujourd'hui, grâce aux satellites, on peut sans doute mieux surveiller nos Z2. On peut sans doute travailler sur le développement de drones, qui soient de surface, sous-marins, voilà, qui sont peut-être des objets qui sont moins compliqués et qui ne remplaceront jamais un bateau armé tel qu'une frégate, mais qui permettront sans doute d'apporter des couches intermédiaires qui nous permettront d'être meilleurs dans la capacité à contrôler nos affaires. Ça ne remplacera pas, encore une fois, de 20 frégates de plus. Mais je crois que ce serait illusoire aujourd'hui de dire qu'il faut tout de suite 20 frégates de plus, surtout dans un contexte qui est très évolutif. Il ne faut pas tout mélanger dans ce qui se passe aujourd'hui. Il y a le sujet de l'Ukraine et de la Russie. Il y a le sujet qui est toujours là de ce qui se passe en Indo-Pacifique et de la Chine, qui est quelle place prend-elle? Et aujourd'hui, c'est un compétiteur stratégique. Juste, qu'est-ce que ça veut dire à terme? Et là, c'est du temps long, du temps plus long, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être éventuellement, il y ait là aussi un game changer ou une rupture. Mais en tout cas, c'est bien tout ça. Donc, c'est ce niveau d'ambition qu'on doit se fixer au vu d'éléments de contexte qui sont… on parle souvent de surprise stratégique. Je crois que la surprise stratégique, elle est inévitable, en fait. Et d'ailleurs, c'est plus une surprise. C'est-à-dire que là, les grands rapports stratégiques sont en train d'évoluer en permanence et ont plutôt tendance à s'accélérer. C'est plutôt ça le phénomène. Et la capacité à coller à cette accélération du tempo stratégique, c'est le vrai sujet. Et c'est là où l'agilité, notamment l'agilité dans l'innovation, doit être un vrai axe qu'on doit poursuivre pour se permettre de se doter des moyens dont on a besoin au vu de cette évolution. Parfait. Alors, il est 20h, on a le temps encore pour deux questions. Alors, j'ai dit, comment s'inscrit la modernisation de la marine française dans une perspective européenne? Est-il une coordination, concertation? Quel rôle pour notre marine dans une possible défense européenne? C'est tout le débat que je reprendrai peut-être de manière un peu plus macro au départ sur nous, France, qu'est-ce qu'on met derrière le mot d'Europe de la défense ou défense européenne? Qu'est-ce que les autres Européens mettent derrière? Je pense profondément que nous avons
quelque part, nous avons un biais de perception sur ces affaires-là parce que nous sommes une nation singulière en Europe. D'abord parce qu'elle est dotée de la dissuasion, enfin, elle est dotée d'armes nucléaires, qu'elle a une doctrine de dissuasion qui la rend profondément souveraine dans son approche vis-à-vis de ses intérêts. Et donc, qui fait que bien souvent, nous ne sommes pas compris de nos partenaires, de nos amis européens. D'où ce débat qui est récurrent entre Europe de la défense et puis OTAN. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, on disait, le PR avait dit, l'OTAN est en état de mort cérébrale. Alors, c'était vrai. Parfois, je crois que personne ne conteste le fait que l'OTAN se cherchait. Bon, là, elle a été ressuscitée comme jamais et à une vitesse incroyable grâce finalement à Vladimir Poutine. Mais en fait, vous voyez bien que la plupart de nos partenaires européens, et surtout ceux qui sont à l'Est, plus que jamais, ce qui les intéresse, c'est ce lien aux États-Unis. Et c'est cette réassurance américaine. Et nous, quand on parle de défense européenne, on fait souvent peur aux Européens parce qu'ils pensent qu'en fait, on veut les détourner de ce parapluie américain. Pour ceux qui pensaient que la période Trump nous permettait enfin de développer une souveraineté européenne militaire, en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris que c'était quand même quelque chose qui, si ça avait du sens, n'en avait plus, puisque finalement, plus que jamais, aujourd'hui, les Américains sont de retour en Europe. Donc, l'Europe de la défense, si on ne la réfléchit pas dans l'OTAN, ce que font la plupart de nos Européens, quand je dis la plupart, c'est tous, ne pensent réassurance que dans l'OTAN. Donc, quand nous, on parle d'Europe de la défense, qu'est-ce qu'on met derrière? Pour autant, et je vais venir sur le sujet naval, alors je vous renvoie à un excellent bouquin qu'on vient de sortir qui s'appelle Études marines et qui est la coopération navale européenne. On l'a mis dans le cadre de la PFUE, voilà, qu'on vient de quitter là, pour montrer qu'en fait, il se passe beaucoup de choses pour autant en termes de défense navale européenne. Tout dépend de ce qu'on dit derrière. Mais l'Europe de la défense, elle a une vraie réalité dans le domaine naval. Elle a une réalité parce que c'est l'opération Irini en Libye. Elle a une réalité parce qu'elle a fait l'opération Atalanta. Elle a une réalité parce qu'aujourd'hui, il y a des Européens qui sont dans l'opération Agénor, dans le détroit d'Ormuz. Elle a une réalité parce qu'il y a aujourd'hui des Européens qui sont dans le golfe de Guinée pour protéger toute l'économie qui est localement. Donc, il y a une réalité aussi très pragmatique de choses qui se passent entre Européens. Et le naval, là-dessus, est assez remarquable. Maintenant, c'est aussi une histoire d'ambition. Qu'est-ce qu'on veut? Si on veut, à la fin, une armée navale ou une marine navale européenne, évidemment, c'est juste illusoire aujourd'hui. Et je ne sais pas si ça a du sens. Mais donc, tout dépend de ce qu'on définit derrière le mot l'Europe de la défense. Et en tout cas, dans le naval, moi, je suis convaincu. Dernier exemple, je m'arrêterai là. Vous imaginez pas comme le porte-avions français est un formidable outil de fédérateur des marines européennes. Chaque déploiement, nous avons plusieurs nations européennes qui viennent avec nous et on crée de fait une force européenne. Alors, elle n'est pas sous le drapeau de l'Union européenne, ce qui était une vraie question. Mais pour autant, la réalité, c'est que des marines européennes travaillent au quotidien ensemble sur des opérations qui sont des opérations permanentes. Hein. Donc, je vous ai cité des noms, c'est une réalité. Voilà. C'est pour ça que je pense que c'est toute la difficulté qu'on a, nous en France, de quoi on parle, et ensuite, nous vis-à-vis des Européens eux-mêmes. Et là, bien souvent, j'ai le sentiment qu'on est assez incompris parce que nous avons un langage qui est assez singulier. Alors, question sur les drones, on y a déjà répondu, ce qui nous amène à la dernière question. Quid du point faible de l'armée française, à savoir les munitions? Avoir des bâtiments, c'est bien, mais a-t-on les moyens de tenir un conflit de haute intensité si on épuise notre stock de missiles en peu de temps? Alors ça, c'est un vrai sujet. En fait, je vais vous dire, c'est même cause, même effet. Pour la crise Covid, on a parlé du stock des masques qui n'existait plus parce que la grande économie disait qu'on ne travaille plus en stock, on travaille en flux et que le jour où on a besoin, on produit. Eh bien, les munitions, c'est pareil. Voilà, donc en fait, on est dans la même situation. Globalement, on s'aperçoit qu'on a dimensionné au plus juste, c'est la fameuse efficience qui aujourd'hui doit être questionnée pour être efficace. Et efficace, ça veut dire effectivement accepter que globalement, l'investissement qu'on consent est un investissement qui est un investissement dans la durée, qui fait que, et je vous parle de l'assurance vie, et le problème des munitions, c'est exactement ça, c'est-à-dire que
parce qu'on sort d'une période où globalement les munitions étaient tirées, beaucoup pour s'entraîner, heureusement d'ailleurs, mais pas forcément dans une perspective d'aller mener ce combat dit de haute intensité. Donc tout le débat, il est sur le dimensionnement, effectivement, des outils industriels pour pouvoir produire des munitions en nombre. La Russie, on dit que c'est 50 000 obus tirés par jour. Je crois par jour. Je crois que c'est ça, hein, contre 4 ou 5 000 pour l'Ukraine. En fait, la Russie est en économie de guerre depuis des années, et quand on dit économie de guerre, c'est-à-dire qu'elle a dimensionné son économie, donc son industrie, en particulier militaire, pour pouvoir produire des stocks comme jamais, et les utiliser. Et quand le président de la République parle d'économie de guerre, là, tout à fait récemment, c'est la question derrière qui se pose. C'est-à-dire que si on considère que nous allons devant un engagement de haute intensité, alors qu'est-ce qu'un engagement de haute intensité, hein? Moi, je pense qu'on peut parler d'opération de haute intensité, parler de guerre de haute intensité, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont la dissuasion, et qui font globalement, depuis la Seconde Guerre mondiale, nous avons construit une dissuasion pour éviter d'avoir des engagements, des guerres type Seconde Guerre mondiale. Je parlerai plutôt d'opérations de haute intensité, c'est-à-dire des engagements forts, avec des frictions, avec des affrontements très forts, mais qui n'ont pas vocation à durer. Je pense que c'est comme ça qu'il faut plutôt réfléchir. Pour autant, ça nécessite effectivement une épaisseur suffisante pour pouvoir gérer à la fois des munitions, engager des munitions, et puis gérer une attrition. Donc, il y a un vrai sujet aujourd'hui de cette épaisseur qu'il faut sans doute récupérer, et de quelle façon on la récupère. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Merci, Amiral, pour cette intervention de haute intensité. Les questions ont été nombreuses, ce qui prouve que l'appétence des alumni de Sciences Po pour les sujets de la mer est réelle. Merci à Alessandra d'avoir monté techniquement ce webinaire. Merci à tous et à très bientôt